Et bonjour tout le monde, bienvenue sur le 4e épisode déjà de House of Fabric. Aujourd'hui, un petit épisode spécial. Je suis toujours accompagné évidemment d'Alexandre Steven à mes côtés pour animer le podcast, mais on a surtout la chance aujourd'hui, Alexandre, d'avoir 3 invités qui sont ni plus ni moins que les premiers auteurs et autrices du premier livre Fabric en français. Donc un bel épisode, très honoré d'avoir ces invités. Mais avant tout, Alexandre, comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben écoute, je vais très bien, toujours très heureux encore une fois d'être super bien accompagné de tout ce beau monde. Donc j'ai hâte de commencer cet épisode. Ouais, bon, on va pas trop leur lancer des fleurs, mais presque, ouais, c'est un honneur, presque de vous avoir avec nous. Marie, Charles-Henri, Mathieu, on va évidemment parler de votre livre aujourd'hui, on va parler de vous, de votre impact sur la communauté. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vous connaissent déjà, mais à mon avis, un petit tour de table s'impose pour voilà, peut-être avoir vos dernières nouveautés, vos dernières news, votre dernière actualité. Marie, je te laisse te présenter, t'introduire. Bonjour à tous, donc moi c'est Marie Aubert, je suis consultante, formatrice et plein d'autres choses selon les moments dans une petite boîte à Lyon qui est Next Decision. Voilà, et puis sur la communauté Microsoft dont tu parlais, j'ai co-organisé le club Power BI toujours sur Lyon pendant quelques années. Et puis maintenant, j'ai le plaisir de rejoindre Charles-Henri avec Mathieu sur les GDDB, donc gentils développeurs data platform. Et voilà, et on a plein de trucs de prévus encore pour cette année. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Nickel. Ben écoute, Marie, bienvenue sur ce podcast. Tu es du coup la première invitée et Mathieu et Charlery sont aussi les premiers invités. Donc, merci de vous être rendu disponible et de prendre ce petit temps pour nous. Mathieu, à ton tour. Ouais, bonjour à tous. Mathieu Roy, je suis consultant data platform chez insiders.com. Je fais du conseil sur les solutions data jusqu'à l'implémentation. Je travaille principalement sur les projets Microsoft, donc Azure, Power BI et Fabric récemment. Et puis, comme Marie et Charles-Henri, j'interviens chez les gentils développeurs data platform. Trop bien, super. Et ça fait combien de temps, Mathieu, que tu es dans le monde de la data, tu disais? Ça fait 8 ans. 8 ans. Ok, super. Et toujours sur du Microsoft depuis toujours? Ouais, oui, toujours sur du Microsoft. J'ai commencé sur SQL Server 2008 R2 il y a 8 ans. Et puis, je suis passé sur Azure progressivement. Et puis maintenant, principalement du Azure. Ok, super. Ben merci Mathieu, encore une fois, j'en profite pour te remercier aussi de ta Avec présence. plaisir. C'est vraiment super cool de vous avoir. Et reste le dernier, le dinosaure de la communauté data, Microsoft. Charles-Henri, c'est ça? Bonjour. Est-ce qu'on a besoin de te présenter vraiment? Oh oui, bah bien sûr. Déjà parce qu'il y a plus de dinosaures que moi, hein. Moi, je suis un Denver. Moi, je suis gentil dinosaure, pas si vieux que ça. Euh, et donc, en effet, je suis MVP Data Platform depuis quelques années, peut-être trop d'années d'ailleurs. Tu fais bien de le dire. Data Sensei pour représenter justement ce côté vieillissant de mon profil. Formateur, auteur comme nos deux comparses, comme tu le disais, d'un livre, et avant ça, de livres un peu plus anciens chez ENI, Data Factory et SSIS, pour pas les citer dans leur vieillesse de bouquins on-premise pour SSIS et Azure pour Azure Data Factory. Et consultant depuis un peu plus d'une quinzaine d'années, donc pas si âgé. Bon, certes, comparé à Mathieu, c'était SQL 2000 quand j'ai commencé à faire du Microsoft, mais on n'était pas très loin d'SQL 2008 R2, qui reste un bon souvenir. Et plaisir d'être là. Merci de nous recevoir. Ben écoutez, merci Charles-Henri, en tout cas, c'est vraiment cool de vous avoir tous les trois. On va essayer pendant ce podcast avec Alexandre, de vous poser quelques questions pour comprendre le pourquoi de ce livre, le comment aussi. Parce que moi, j'ai plein de questions, et Alex aussi, sur comment vous êtes organisé, comment c'est arrivé, l'idée à émerger, et comment vous êtes débrouillé pour sortir un livre aussi rapidement, alors on n'était même pas en GA de Fabric. Donc, on a essayé de structurer, vous le verrez un peu plus, le podcast avec des questions. Mais comme d'habitude, hein, on se laisse le choix et la possibilité de faire des petits débats en plein milieu des questions. Alexandre, je te laisse démarrer sur justement ces Ouais. échanges-là.
Effectivement, bah, moi j'ai une première question pour vous. C'est comment est née finalement l'idée d'écrire sur Microsoft Fabrics? Et puis pourquoi un livre finalement? Pourquoi pas un blog ou une chaîne YouTube éventuellement? Bah, écoute, pourquoi pas un blog ou pourquoi pas autre chose? C'est une question qu'on s'est posée, déjà, donc ça faisait partie des options. Mais si on revient au début de ta question, moi je me souviens d'une conversation Signal, qui, pop un samedi matin, je crois, en octobre 2022, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que Charles-Henri avait l'habitude de travailler sur des aspects communautaires avec Mathieu d'une part et avec moi d'autre part. Et donc, il nous a écrit en nous disant, on a l'habitude de bosser ensemble, enfin moi avec chacun de vous, qu'est-ce que vous diriez qu'on fasse un projet tous les trois? Et donc, autour à l'époque de ce qu'était une plateforme de données chez Microsoft. On ne parlait pas forcément de fabrique, donc voilà, c'était plutôt comment on construit aujourd'hui une plateforme de données chez Microsoft. On était fin 2022 et Mathieu et moi sommes toujours très partants pour ce genre de truc, donc on a dit oui. Et après, c'est posé la question, est-ce que c'est un blog, est-ce que, etc. Et comme Charles-Henri vous l'a dit, il avait déjà écrit des livres, donc assez vite le livre, parce que ça te permet d'avoir un recul et d'aller plus loin dans certains sujets. C'est comme ça que ça a démarré, je dirais. D'accord, ok. Mais du coup, c'est intéressant, mais en octobre 2022, on parle pas du tout de fabrique, même dans la communauté MVP, où il y a quand même il y a quand même l'idée chez Microsoft d'avoir un produit qui unifie le tout, ou vraiment c'est vous juste, vous êtes un peu visionnaire dans la démarche. Enfin, visionnaire, je sais pas, mais effectivement, Fabric n'existait pas du tout à ce moment-là. Il y avait un produit en private preview qui s'appelait Trident, mais c'était j'allais dire que le début. Donc c'est pour ça qu'au départ, on pensait enfin quand on s'était arrêté sur le livre, au départ, le livre était plutôt centré sur les architectures et les plateformes de données. Donc on n'allait pas spécialement parler de ce qu'allait devenir Fabric. On était plutôt sur des approches autour d'Azure et Power BI avec des produits comme Azure Data Factory par exemple ou Databricks. Et puis après, quand Fabric est arrivé, ça a été un peu une très grosse annonce et donc c'est là où on s'est dit ce serait peut-être pas mal qu'on réoriente un peu le sujet du livre. Ok. Oui, donc en fait, l'idée de base était là, pas forcément sous le flag de fabrique, mais voilà, une plateforme globale unifiée avec les outils actuels de Microsoft. En fait, c'était presque une suite logique pour vous au final, hein, clairement. Mathieu te disait, on ne parlait pas forcément de fabrique à Ouais, ouais. l'époque, mais par contre, on parlait effectivement en tant qu'MVP avec Charles-Henri, on commençait à entendre parler de Trident et je pense que Mathieu, tu l'avais aussi via ton client de l'époque. Donc, on commençait à entendre parler de Trident, qui étaient les prémices des prémices de fabrique. Donc, nous, on l'avait positionné pour te dire comme chapitre de fin, tu sais, Ok. l'ouverture, peut-être qu'un jour. Et le temps de se mettre en marche pour l'écriture du livre, etc., Trident est devenu fabrique et en fait, ça pouvait pas être un chapitre de fin. Donc, c'est ça qui a permis de réorganiser ce qu'on avait commencé pour arriver au livre tel que vous le connaissez aujourd'hui. Ok, ouais, super Ok. intéressant de voir cette évolution-là. Et au final, le chapitre de fin est devenu un livre et les autres chapitres ne sont pas sortis finalement. Il y a certains qui ne sont pas sortis, ouais. Ouais, ils vous ont, je présume, inspiré pour le contenu peut-être, ou le format, Oui, je présume. les grandes étapes, bon, on en parlera peut-être quand on parlera de Fabric, mais les grandes étapes restent un peu les mêmes. C'est juste que les produits, les services et peut-être les façons de les utiliser changent un petit peu. Et puis Marie et Mathieu insistaient pour me couper certains de mes chapitres parce que j'avais trop écrit, je pense. J'ai pas osé te demander si tu voulais parler de ce chapitre qui a totalement disparu du livre, mais visiblement c'est encore à vif. On va revenir juste après. Alexandre, tu veux peut-être compléter sur quelque chose ou c'est ok pour toi? Non, en tout cas, oui, c'est heureusement que la date était quand même plutôt bonne. Disons que si vous aviez déjà écrit la moitié du livre, ça aurait été peut-être plus compliqué. Donc, heureusement en tout cas, et je comprends du coup pourquoi aujourd'hui vous avez réussi quand même à le sortir assez rapidement, c'est que vous aviez finalement déjà un peu réfléchi à la structure en tout cas, même s'il n'y avait pas finalement à l'outil en tant que tel. Mais en tout cas, ouais, non, franchement, très 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 clair. Donc, depuis octobre de 2022, un pop signal. Même pas sur Teams. Ah non, Charles-Henri c'est Signal toujours.
Et justement, moi, la question que je me posais, et vraiment, c'est la première chose que je me suis dit quand j'ai vu l'annonce de votre livre, je me suis dit, mais Fabric, ça couvre tellement de fonctionnalités, tellement de techniques, tellement de domaines data particuliers. Euh, Vous, aujourd'hui, je présume, vous êtes tous un domaine d'expertise ou du moins des choses que vous préférez dans Fabric ou dans la data. Et, est-ce que justement, vous vous êtes réparti l'écriture du livre par rapport à vos appétences techniques ou des choses que vous préférez un peu plus de manière générale? Comment ça s'est organisé justement cette répartition, la rédaction des chapitres? Parce que ça, vous l'avez réfléchi dans la data platform, mais quand Fabric vous est un peu tombé dessus, ça s'est fait comment cette répartition-là? Bon, bah, c'est assez simple, hein, un fichier Excel, des chapitres, et puis qui veut écrire quoi, et puis ensuite qui écrit vraiment quoi, et puis voilà. Parce que, Non, c'était un ouais, fichier Markdown, tu sais. Ouais, c'est vrai qu'on était sur GitHub au début, ouais. jamais de standard, mais je veux dire, cette répartition-là, vous avez fait vos choix sur vos domaines respectifs, ou est-ce que vous vous êtes laissé l'opportunité d'aller découvrir ça justement au fil de l'eau au cours de la rédaction? Parce que c'est quelque chose, je présume, ça doit être hyper. C'est moi, cette question-là va ouvrir sur notre question. C'est que moi, par exemple, j'aurais jamais, je me sentirais jamais crédible pour pouvoir venir écrire un livre, justement. J'aurais presque un sentiment d'imposteur. Et cette approche de l'écriture, comment vous êtes fait pour dire, bah, ok, c'est bon, on fabrique, c'est tout nouveau, mais nous, on a les compétences, on va y aller, on sait le faire. Vous n'avez jamais eu ce moment de doute à un instant T en me disant, non, mais en fait, ce qu'on fait, c'est ça, ce sera pas valable, c'est pas viable. Quand on a commencé le projet, je pense que l'idée d'être tous les trois, c'est justement qu'on a des spécialisations complémentaires. Tu vois, Mhm, tu seras peut-être pas surpris qu'assez naturellement, je me sois positionnée sur les chapitres Power BI mhm, et que Mathieu ait préféré ceux à l'époque sur ADF. Voilà, donc après, on avait chacun, je pense, nos spécialisations, en tout cas les choses que l'on préfère. mhm, Quand Fabric est sorti, finalement, oui, c'est un outil nouveau, mais il y a des choses qui n'ont pas changé. Tu vois, la mhm. modélisation sur Power BI, la partie reporting ou même la façon de faire un pipeline, on savait déjà l'écrire et on a continué. Après, oui, il a fallu aller chercher un peu comment on allait écrire le chapitre sur OneLake, comment on allait écrire, qu'est-ce qu'on choisit entre un lakehouse versus un data warehouse, etc., etc. Donc, il y a eu des points où forcément il a fallu qu'on creuse et je pense que l'intérêt, c'était d'être tous les trois par rapport au sentiment de syndrome de l'imposteur, c'est qu'on est tous Mhm. les trois. Donc, tu vois, on peut échanger, on peut se dire, attends, là, moi, je le vois comme ça, mais comment tu le vois, confronter un peu nos points de vue. Et je dirais que c'est une balance entre des choses qui existaient déjà, sur lesquelles on avait déjà beaucoup parlé, beaucoup écrit, beaucoup tout ce que tu veux, et des choses nouvelles qu'il a fallu creuser. Oui, Ok, et ouais, puis faut pas minimiser le travail qu'on peut fournir par ailleurs pour la communauté de manière générale. Les produits étaient nouveaux, mais l'avantage de ce genre de choses-là, c'est que les produits sont nouveaux pour tout le monde. Donc nous, on a eu le mérite de prendre du temps, beaucoup de temps, pour creuser les sujets, se poser des questions et s'assurer d'avoir les bonnes réponses. En tout cas, celles qui, au fruit de notre réflexion, étaient les bonnes. On a juste préparé le terrain de toute façon de ce qu'on doit tous faire quand on doit utiliser ces outils-là. Donc, on s'est dit, il y a deux solutions. Soit tout le monde se met à lire la doc, à essayer des choses et puis à refaire les mêmes erreurs en boucle. Soit on va se prendre le temps, on va drafter des choses, on va discuter entre nous, on va voir avec des clients parce qu'on avait des clients aussi qui commençaient à implémenter les produits en même temps avec nos propres recherches pour essayer de chercher les choses sur un produit qui est récent. Donc en effet, on a écrit des choses sur lesquelles on a maturé depuis et où le produit a maturé aussi, qu'on changeait, mais Mhm, on avait peu de chances de se tromper parce qu'on a mis l'énergie pour faire en mhm. sorte que ça soit plutôt pertinent. Après, des doutes, on en a eu, hein. Moi, je me souviens d'une conversation avec un de mes collègues, donc qui n'était pas du tout au courant qu'on était en train d'écrire un livre et qui me dit: «Ouais, aujourd'hui, les livres sur l'informatique, ça sert à rien». OK, Aïe. bon. Voilà, donc tu vois, des doutes, on en a eu, des moments à se dire: «Mais est-ce que enfin, moi, personnellement, est-ce qu'on va arriver au bout? Est-ce qu'on va réussir à finir, le truc, à le publier?» Ça fait partie du jeu et du process. Hem, J'aurais pas écrit un livre toute seule, tu vois? Vraiment, je pense que j'ai la même approche que toi, je me serais pas lancée toute seule. Mais être 3, c'est vraiment, ça te permet vraiment de légitimer aussi un petit peu, tes Mhm. propos et ce que tu écris, quoi, Ouais, carrément. Ah, Sachant moi, qu'on je l'a fait suis. relire. C'est Oui, bien. aussi.
Mais moi, je suis admiratif parce que, enfin, je sais pas toi, Alexandre, mais moi, vraiment, j'aurais jamais eu ce courage-là, parce que vraiment, je le trouve très courageux et courageuse, du coup, de vous lancer comme ça dans un outil qui était, je te répète, hein, mais qui était même pas en production, qui était en mouvance constante, en évolution constante. Donc, franchement, pour ça, bravo, parce que c'était un beau pari, et pari réussi, qui plus est. Clairement, chapeau. La force d'être à plusieurs, et comme tu le disais, ouais, il y avait quand même ce challenge aussi de le produit, comme il était pendant une grande partie de l'écriture du livre en public preview, il évoluait beaucoup. En plus, Microsoft a mis beaucoup d'efforts dans ce produit-là, donc et on met toujours. Donc c'est un produit qui évolue énormément, des interfaces qui changent régulièrement, donc ça, il faut souvent revoir des captures d'écran, des formulations, des choses comme ça. Donc il y avait la course pour écrire le livre, la course pour essayer de suivre le rythme aussi des nouveautés, des modifications que sortait Microsoft. Ouais, super intéressant. Clair. Et du coup, vous avez parlé de relecture tout à l'heure. Vous avez été relu du coup par qui? On a été relu par 2 personnes, Christopher Maneux qui travaille chez Microsoft, donc qui pour le coup avait vraiment les mains dans le fabrique et un regard qui était très intéressant pour nous en première relecture. Et on a été relu par Joël Crest, qui est très actif sur la communauté Microsoft, parce que moi j'ai collaboré notamment avec lui à ce moment-là sur le Club Power BI et qui nous a fait une relecture incroyable avec aussi des fautes d'orthographe et tout le reste. Donc c'était vraiment cool de les avoir tous les deux pour la relecture. Et Ah par oui, Marlène, qui est ma femme aussi. Et c'est ça. Eh oui. Pour les fautes d'orthographe et de français et de c'est vrai. Et du coup, tu dis ça en rigolant, Charles-Marie, mais ta femme, elle est dans le monde de la data ou pas du tout? Tu m'avais dit non, je crois, hein. Pas du tout. Mais ce qui veut dire que, parce que votre livre, il est quand même, je trouve, assez accessible niveau technique, il est bien mené, etc. Et presque s'il a compris des choses ou s'il a compris quelques notions, c'est vous avez tout gagné, parce que si une personne qui n'est pas de ce monde-là comprend ce que vous écrivez dans le livre, c'est magnifique. On Ouais, n'a mais peut-être Marlène, pas elle est été jusque-là, formatée mais quand même. Moi, Elle j'aurais est fait. devenue consultante data C'est ça. depuis. C'est ça. elle travaille dans Comment se l'IT quand reconvertir même. dans la Mais... data? Ouais. Bon, super. Alexandre, tu avais une autre question, je crois, sur justement le contenu. Oui, du coup, après, donc, est-ce que vous avez eu finalement une carte blanche dans l'écriture ou vous avez plutôt été plus ou moins guidé par Fabric, enfin par Microsoft même, dirais-je? Alors, y a pas de relation particulière avec Microsoft, à part via notre statut MVP. À l'inverse du livre que Christopher va sortir avec une petite type de Microsoftie au mois de décembre, qui est clairement, je crois qu'ils sont 5 et il y a 4 auteurs de Microsoft, donc forcément ça va avoir un prisme plus Microsoft. Nous, on a été 100% autonome, à part la relecture de Christopher, aucun lien avec Microsoft. D'accord, Donc, ok. Donc 100% indépendant. Oui, c'est ce qui nous permet de dire, d'avoir mis des notes comme ah ça marche pas ou Hmm. moi j'aurais pas fait comme ça. On a mis beaucoup d'énergie. Je sais pas si vous avez fait attention. On a des petites notes qui sont souvent un peu plus personnelles qu'on a essayé de mettre dans un design avec quelqu'un avec un ordinateur qui fait un commentaire. Oui, Donc ça, c'était clairement le moment où on s'est permis de dire ah bah ça, voilà, vivement qu'ils sortent vraiment la fonctionnalité ou des choses comme ça. ok. Donc au final, le titre MVP voilà, procure finalement un accès, on va dire, un peu en preview, donc de tout ce qui va sortir, peut-être aussi voilà, des informations, mais en aucun cas une relation voilà, qui serait Descendante. Non, descendante. Voilà, exactement. on peut dire du mal de Microsoft en étant MVP. Il y a des MVP qui sont connus pour ça. Brent Ozar, alors je sais pas s'il est toujours MVP, mais il a fait des articles assassins sur Microsoft, sur la partie SQL Server versus Oracle. Mais c'était pépite. Fallait le voir en événement Microsoft. Il éclatait allègrement Microsoft. Mais il apportait aussi tellement de connaissances, tellement de choses à la communauté que ça passait. Bon, et je pense qu'il devait se faire tirer les oreilles de temps en temps. Ça m'est déjà arrivé de me faire tirer les oreilles aussi d'ailleurs. Mais on est assez libre de Après, nos il paroles. surveille. après, c'est le but Il d'une surveille communauté un petit peu aussi, quand hein. même. C'est tout le truc de la communauté, c'est de dire les choses qui sont bien et pas bien, parce que bon, si on n'avait pas transféré de la compétence et de l'information, qu'elle soit négative ou pas, il faut la donner. Donc bon, C'est je ça. suis plutôt partisan de ce format-là. Trop bien. Et Très bien.
Justement sur ce contenu, parce que bon, on a quand même déjà des éléments de réponse, mais vous l'avez dit tous les trois, hein, le Fabrique, hein, quand ça a démarré, quand ça a été annoncé que vous avez écrit le livre, c'était un tout petit bébé, ça l'est encore un peu aujourd'hui. Donc l'outil est en évolution constante. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, comment vous gérez justement cette évolution constante? Parce que là, vous avez sorti un livre, je crois que c'était début avril, hein. J'ai plus la date exactement, mais c'était début avril de mémoire. Depuis avril, il y a eu je sais pas combien de centaines de nouveautés ou d'améliorations qui sont apparues. Comment vous gérez ça justement? Pour le coup, c'est un fichier Excel qui s'appelle changelog, tu vois. Et voilà. Et de temps en temps, on se dit, bah tiens, il y a ça qui est sorti, il faudrait peut-être quand même qu'on le traite dans une mise à jour à venir. Donc, on rajoute des lignes, on rajoute beaucoup de lignes à ces fichiers. Et en ce moment, on est en train de bosser sur la mise à jour. Donc, mais non, mais c'est tentaculaire, effectivement, les mises à jour, les choses nouvelles, autant que celles qui ont changé. Tu vois, les changements d'interface, ça, je le ferai plus comme ça, finalement, je le ferai comme ça. Donc, non, c'est un travail qui est compliqué quand même à faire, en tout cas autour du livre. Heureusement, on peut compter sur les messages LinkedIn qu'on croise en regardant, en se connectant. On voit ah tiens, Enzo, il a vu une nouvelle fonctionnalité. Alexandre, il a vu une nouvelle fonctionnalité. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on en parle? Et voilà, on se nourrit aussi de ça pour alimenter notre backlog de modifications. Justement, sur les retours, du coup, quand vous avez sorti le livre, vous avez eu des réactions de premiers lecteurs ou testeurs qui vous ont un peu surpris ou pas surpris du tout? Dites-nous un peu. On a été surpris par les lecteurs qui se prenaient en photo avec le livre. On s'attendait pas. C'est vraiment quelque chose qui nous a marqué. On a reçu beaucoup de photos Dont de Enzo, je personnes crois. qui se prenaient en photo, dont Enzo, effectivement. On s'attendait pas à un tel engouement sur la sortie d'un livre comme ça sur Fabrique. Donc ça nous a particulièrement marqué. Après, de toute façon, tous les retours sont intéressants. On a eu le droit aussi à des demandes de correction, notamment une sur certains prix Oui, je l'ai vu passer qu'on moi avait ça, oui. indiqués. Okay. Mais comment dire, c'est très intéressant même pour nous parce que ça montre que le livre a été lu, a servi à quelque chose et puis que même les personnes après prennent du recul par rapport à ce qu'on a écrit. Donc super intéressant. Et puis dans les retours, pardon. Vas-y, Charles, vas-y. Dans les retours, moi je suis toujours surpris de voir qu'aujourd'hui on est sur un livre sur Amazon, du coup, 14 évaluations. Alors c'est pas énorme. Déjà il y a des évaluations, il y a des gens qui ont pris le temps de faire des blabla, ce qui est extrêmement sympathique, plutôt positif, et 14 étoiles, plutôt, enfin les notes sont bonnes, ce qui est pas du tout le cas sur mes autres ouvrages d'ailleurs, donc du coup, plutôt agréablement surpris. Vous êtes à 5 sur 5, je crois, hein, sur Amazon. Hein. Ouais. C'est ça, ouais. Magnifique. Et on a été surpris aussi par le fait que les lecteurs achetaient beaucoup le livre papier, ce qui a été un très grand débat entre nous de savoir est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire un livre papier en 2024 ou est-ce que juste un e-book ce serait pas suffisant. Parce que du coup, le livre papier, mais Marie, tu vas peut-être en parler, ça demande un effort important sur la mise en forme. Et le fait est qu'on ne passe pas avec une maison d'édition. Donc, il y avait toute la partie écriture et puis ensuite, il y a eu toute la partie mise en page avec les marges. Je pense que Mathieu s'est un peu arraché les cheveux là-dessus. Les marges, les chapitres, plein de choses. Et c'est vrai que ça a été un grand débat entre nous. Est-ce qu'on fait du papier ou est-ce qu'on fait du numérique? Et on constate qu'on vend énormément plus de papier que de numérique, finalement. Ouais, je sais pas. Moi, après, je préfère, tu vois, pour l'avoir, je préfère avoir un livre dans les mains. Je sais que si je prends un e-book, ça va finir un fichier PDF sur mon bureau. Je le lirai jamais et je prendrai jamais le temps de prendre sur mon ordi, de lire ou de faire autre chose à côté. Alors que ton livre, tu le prends et tu fais que ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon ressenti. Donc, à mon avis, stratégiquement, vous avez bien fait de le sortir en papier. En plus, il est joli. Bon, il prend un peu de place, hein, mais il est, voilà, c'est pas, moi, je trouve que c'est très pertinent. Il faut dire que l'inconvénient du papier, déjà, c'est que ça rapporte pas un centime. Donc, quand tu l'achètes en papier, ça sert à rien parce que nous, ça nous rapporte pas d'argent.
Ce qui est pas le but d'écrire un livre, hein, parce que si quelqu'un avait encore un doute, écrire un livre technique en 2024, ça rapporte pas d'argent, voilà. Mais encore moins quand c'est en papier, parce que les frais d'édition et d'impression sont plutôt importants. Oui. On a dit que c'est ça. C'est vrai que vous n'avez pas fait un livre pour faire fortune, quoi. Voilà. C'est. Moi, je voulais arrêter de travailler, à la base, ça devait payer ma retraite, mais Raté. Loupé. Ouais, super. Alexandre, tu voulais compléter ou c'est OK pour toi? On peut passer à Ouais, la mais suite. non, bah écoute, j'étais pile poil sur Amazon en train de regarder les avis, effectivement, donc 14 avis 5 étoiles avec des avis qui sont magnifiques. Donc je m'attendais pas à recevoir un livre d'une aussi grande qualité, effectivement. Ouais. Bah bravo en tout cas à vous et on espère que ça va continuer, qu'il va y avoir encore plus d'avis. Je vais laisser un avis dans la semaine du coup. Moi, pour le coup, j'ai acheté la version numérique, pas papier, parce que c'est vrai que ça prenait trop de place et comme ça, vous gagnez plus d'argent aussi. C'est bien pour la retraite de Charles-Henri. Si on recentre un peu justement les échanges, que bon, évidemment, on parle de votre livre et de comment vous avez écrit tout ça, mais aujourd'hui, si on fait un focus sur Fabric directement, je pense que vous faites partie des personnes les plus expertes, si on peut appeler ça expertes sur l'outil. Moi, pour avoir beaucoup de projets sur Fabric justement en cours actuellement, je rencontre beaucoup d'obstacles pour les nouveaux users, même pour les administrateurs, et j'ai beaucoup de questions et de débats autour du mode SaaS, notamment sur Fabric. Moi, j'aurais aimé avoir votre point de vue justement. C'est aujourd'hui, ben, selon vous, quels peuvent être les principaux obstacles que peuvent rencontrer les utilisateurs ou les nouveaux utilisateurs qui vont aborder Fabric justement. Selon vous, qu'est-ce qui est la barrière la plus dure à passer, la première marche la plus dure à monter quand on démarre avec Fabric? Peut-être pour commencer, je dirais le fait que c'est, Fabric, on voit ça un peu comme une boîte à outils avec beaucoup de choses dedans. Donc il y a énormément d'éléments. Parfois, il y a plusieurs façons de faire la même chose, d'aboutir au même résultat. Donc pour un nouvel utilisateur de Fabric, ça peut être un peu difficile de s'y retrouver en arrivant sur le portail Fabric et en disant OK, bah, je voudrais ramener des données, faire des transformations ou faire un tableau de bord à la fin. Par quoi je commence, qu'est-ce que j'utilise, quelles sont les bonnes pratiques pour démarrer. Ouais, moi pareil, pour commencer à avoir du Fabric avec des clients, c'est beaucoup la question, avant même de parler de SaaS ou quoi, c'est beaucoup la question de quel objet. Je parlais tout à l'heure, pourquoi je mettrais un lakehouse plutôt qu'un data warehouse? Est-ce que je dois prendre un pipeline ou un data flow? Est-ce que, tu vois, vraiment, ok, j'ai compris, je pouvais faire la chaîne complète, mais qu'est-ce que je dois mettre à quel endroit et pourquoi? Et s'assurer, j'ai beaucoup la question, s'assurer qu'on est dans les bonnes pratiques et que ce qu'on fait, c'est ce qui va le mieux marcher, quoi. Yes. Je suis assez d'accord, hein. C'est vrai que moi aussi, à chaque fois, c'est quelle expérience pour quel besoin, quel outil pour quel besoin. Et en plus, j'en parlais notamment dans le podcast de Robin Conquet sur DataGen, c'est qu'en plus, on rajoute plein d'anglicismes par-dessus des noms, en fait, ou des mots qui existent depuis toujours. Comme par exemple, la notion de médaillon me fait un peu doucement rire parce qu'en fait, le médaillon, on en fait presque depuis toujours avec les bases ODS, le warehouse et les data mart. Et maintenant, on rajoute des mots et des noms, on complexifie un peu les choses. Et j'ai l'impression qu'on veut faciliter, accélérer les choses. Au contraire, des fois, on les ralentit un peu ou ça complexifie les notions. Donc, mais je suis assez preneur aussi de ton avis, Charles-Henri, sur ça, justement. je pense que c'est pas une faute du produit ou de Microsoft, hein, c'est qu'il y a une certaine non. mode autour du métier de la data. Il y a un peu du FOMO là, comme disent les nouvelles générations, là, la peur de rater quelque chose. Ah, mais moi je veux être sûr de faire du big data comme il faut avec. Si je fais pas du Spark dans Fabric, je vais rater ma vie. Voilà. C'est plus les Rolex maintenant, c'est Spark qu'on doit mettre à 40 ans au poignet. Donc c'est la faute du marketing, mais pas forcément celui de Microsoft. Microsoft, son paradigme avec Fabric, c'est fais ce que tu veux. De toute façon, c'est dans la plateforme et nous on gagne des sous. Et dans tous les cas, tes données elles seront accessibles et l'architecture est là pour faire en sorte que tu puisses faire des choses qui fonctionnent. Quelqu'un qui fait des notebooks, il fait des notebooks. Après, s'il a des problèmes de maintenance, tout ça, c'est la vie d'un projet data, peu importe la solution qu'il va choisir. Il y a des gens qui ont réussi à faire des packages SSIS 100% en C#.
c'est pas grave. Oui. Si ça fonctionnait, c'était maintenable, tout ça, mais pourtant c'est pas la faute du produit. Déjà à l'époque, on savait avec la même boîte qui n'était pas du tout faite pour ça, la dévoyer et faire ce qu'il fallait pas. Mm. Donc la doc de Microsoft, elle est plutôt claire comparée à certains autres éditeurs. Il y a des choses à faire, il y a des explications. Après, choisir la bonne brique, j'ai envie de dire, il n'y a pas de mauvaise brique. Même quand c'est en préversion. Utiliser les fonctionnalités en préversion, ça c'est un risque qu'il faudrait pas prendre pour faire de la production. C'est aussi Mm. simple que ça. C'est en préversion, ça s'utilise pas. Ok. Pas en prod Comme en les tout data cas. marts, c'est ça? Comme les data marts, du coup. Je voulais pas aller sur le sujet. Je sais pas ce que c'est les data marts. Les fameux, j'adore la tête de Marie. Si tu veux qu'on reparle des coupes dans le livre, c'est le moment là. Eh ben, on fera une ouverture à la fin du podcast sur ça, justement. Allez. Et alors du coup, une autre question, c'est quelle innovation, alors elle est difficile hein, cette question, mais vous allez essayer quand même d'y répondre, si possible, c'est quelle innovation espérez-vous voir dans les futures mises à jour de Microsoft Fabric? Alors, j'aurais peut-être dit deux choses. Pour répondre un peu à ce que disait Charles-Henri, c'est que aujourd'hui, Fabric, pour des utilisateurs qui travaillaient déjà sur Azure, qui étaient un peu avancés sur l'assemblage des différentes briques qu'on pouvait trouver sur Azure, et ben Fabric, les choses sont plutôt assez cadrées pour éviter justement, pour rester dans des patterns un peu standards et ce qui devrait assurer après une maintenabilité intéressante à long terme, mais qui parfois peut être un peu frustrante parce que pour parfois arriver à ses fins, il faut alors soit c'est pas possible ou il faut passer par des solutions de contournement. Donc peut-être que je pensais par exemple à développer l'approche un peu plus tournée vers le code, même si ça va pas trop dans le sens de Fabric qui est assez SaaS, pour améliorer la façon dont on va après industrialiser des projets, les déploiements en production notamment, faire en sorte que voilà tout ce qu'on peut faire aujourd'hui dans l'interface graphique, on puisse aussi le faire de façon relativement simple, programmatiquement par exemple. Ça, Ok. c'était un premier point. Et puis le deuxième point, c'est donc Fabric, ça fonctionne avec des capacités qu'on achète en avance et sur lequel après on peut faire fonctionner différentes charges de travail. Pour certaines organisations, la gestion de ces capacités et de leur usage, ça peut être un grand sujet. Et donc peut-être donner plus d'outils pour gérer, superviser, répartir les charges sur une capacité Fabric, ça pourrait être intéressant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Fabric, c'est un peu comme si on était dans une résidence haut de gamme où tout est inclus. Mais la contrepartie, c'est que si on a des voisins un peu bruyants, par exemple, donc pour la métaphore, ce serait des projets qui consomment beaucoup de ressources sur la capacité Fabric. Ça peut être un peu gênant. Donc, avoir les bons outils pour que la cohabitation se passe bien, ça pourrait aussi être une innovation intéressante. Ok. Hyper en face sur la partie supervision du tenant et de la capacité, justement. Marie, Charles-Henri, peut-être des... Alors, innovation, je sais pas, mais en tout cas, moi, je sais pas si c'est une innovation, mais en tout cas, moi, j'aimerais bien que tout ce qui est déploiement automatisé dans la plateforme, donc passer d'un environnement de dev à un environnement de production, soit beaucoup, beaucoup plus robuste dans les mois à venir, que ça prenne en charge tous les items, que l'expérience soit plus fluide. Les pipelines de déploiement, pour pas les citer, on est arrivé à quelque chose de très stable avec Power BI et aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué côté Fabric. Donc j'aimerais bien que ça bouge. Et puis en termes d'innovation, moi j'aimerais bien avoir une sorte de cockpit ou quelque chose qui permette d'avoir une vue centralisée de la sécurité, des droits, des accès, un petit peu tout ce qui est positionné partout sur la plateforme, qui peut être positionné de manière très fine ou très large, et on s'y perd un peu à force. Donc arriver à avoir, à mon avis, c'est compliqué à mettre en place, mais arriver à avoir une vision un peu plus centrale de cette histoire-là. Ce qui Ok, était ouais, une promesse faite Mhm. lors de la sortie du produit, que One Security, qui est Après, d'ailleurs dans c'est la pas le rôle roadmap de... quelque part. Oui, mais c'est pas le rôle de Purview, justement, Ok. aussi, de donner cette visibilité-là sur la sécurité, toutes ces notions? Ou c'est pas sécurité tel que tu l'entends toi, Marie?
PureView, je pense que tu as aussi un côté documentaire, tu sais, d'arriver à suivre, qui serait bien aussi d'avoir sur la plateforme. Plus en termes, moi, de suivi, vraiment, tu vois, des droits, des accès, plus ce genre de choses-là qui me manque. Mais c'est pas impossible que Microsoft prenne la décision un jour de capitaliser sur PureView pour faire ça. Il y a déjà des parties gestion des permissions et vue centralisée. Aujourd'hui, c'est pas suffisant, en tout cas, peu importe où, c'est pas suffisant. Ouais. Et Ah, toi, Charles-Henri? Ouais, juste si je rebondis sur ce que disait Mathieu, bah, je sais pas sur cette histoire de gestion des voisins bruyants, là, des noisy neighbors. Je, l'approche capacité, en fait, on essaie de régler un vieux problème qu'on a toujours eu, encore une fois. Alors, c'est vraiment des discours de vieux cons, mais le- on avait des serveurs mutualisés, SQL Server. On nous a sorti un truc qui s'appelait le Resource Gouverneur sur SQL Server. C'était une calamité. On essayait de mettre des trucs là-dedans. Il y avait un overhead de 30% de la machine en termes de CPU, justement, rien que pour gérer le fait de gérer le CPU. Quand on a des utilisateurs qui utilisent la plateforme, dans tous les cas, ce qu'ils veulent, c'est que leurs requêtes, elles arrivent au bout et que ça fonctionne. Ce que voudraient les gens, c'est pouvoir que toutes les requêtes fonctionnent et qu'ils payent pas trop cher. Ouais, je pense que c'est sympa comme objectif. C'était un peu le cas de Power BI Pro, parce qu'il y avait Microsoft, il trouvait son compte certainement ailleurs. Il y avait beaucoup de performances qui étaient données et avec une isolation par utilisateur, donc c'était intéressant. Là, quand on se remet dans une logique capacitaire qui était aussi demandée parce qu'on voulait pouvoir faire plus, eh ben, faut manger le coût du capacitaire. Faut gérer après, se dire qu'on va dire, ah bah non, cet utilisateur-là, il a droit à 11%. Cet utilisateur, quand il va lancer son rapport lundi matin avec ses 12 tableaux croisés dynamiques sur Excel, si jamais il y a écrit capacity exceeded, il va appeler le service IT, il va dire, tu décodes pas, tu vas pas me mettre 11, tu vas me mettre 20. Puis là, tu vas dire non, et puis il va dire, bah attends. Il va parler avec quelqu'un qui est suffisamment bien placé dans l'entreprise pour que ce soit 20, et puis quand ce sera 30 ou 40 ou 50, et ben tu auras besoin de passer ton F64, ton F128, et puis c'est tout. Entre-temps, deux fois plus. Entre-temps, le problème, c'est que tu auras passé 50 jours hommes à essayer d'implémenter une solution pour faire de la ségrégation de workload, quoi, et de personnes. Et c'est vrai que c'est un vrai débat ça autour du SaaS, de la facturation, etc. hein. Moi, je sens même je sais pas si c'est propre à la France en tout cas, mais des fois, il y a même un certain manque de maturité, de compréhension de comment c'est facturé, comment ça fonctionne exactement, de ce que ça implique. Et ça, c'est même pas propre à Fabric, hein, c'est propre à tous les outils qui sont en mode SaaS. hein. Et je trouve qu'il y a un vrai manque de connaissances sur ces notions-là et de maîtrise surtout. Ce qui peut amener à des situations où nous, on a eu des clients où ils se sont pris 4 000 euros de plus sur la facture et on s'en rend compte 2-3 semaines après, il fait le client qui tape à la porte en disant coucou, pourquoi je facturais 8 000 au lieu de 4 000 quoi. Voilà. Donc, un vrai débat. Un vrai débat. On arrive tout doucement à la fin du podcast, on a dépassé, mais c'est pas grave. On le savait en étant 5 sur le podcast qu'on allait forcément tôt ou tard dépasser. Est-ce que tu veux peut-être juste compléter, toi, Charles-Henri, sur des fonctionnalités que tu attends ou des choses qui te manquent vraiment sur l'outil avant la dernière question? Nous juste faire en sorte que ce qui existe fonctionne. Pour moi, Mhm. l'innovation que je voudrais voir. Marie a mis le doigt dessus, Mathieu aussi. Pipeline de déploiement, ownership des items. Mhm. Toutes les petites choses qui sont un peu moins visibles, justement, plutôt que de sortir une innovation à chaque événement, et pas une, plutôt 50, et puis souvent avec IA dans le nom, concentrer sur des fonctionnalités basiques, sortir les opérateurs TSQL qui nous manquent, voilà, des trucs. Et surtout des choses qui fonctionnent depuis toujours chez Microsoft, mais qui ne fonctionnent pas dans le contexte Fabric, j'ai l'impression, parfois. Surtout ça. Clairement. Super. Écoute, merci pour le petit complément. Avant de vous quitter, justement, sur ce podcast, déjà, merci pour toutes les infos et pour les différentes réponses à nos questions. C'est quoi vos prochains projets sur lesquels vous travaillez? Est-ce qu'on peut s'attendre même à une suite de ce livre? C'est quoi vraiment votre actualité qui arrive là les prochains jours, le moment promo? Qu'est-ce que les gens doivent retenir?
prochains jours qui arrivent, il va y avoir forcément des meet-up avec les gentils développeurs Data Platform. Mhm. Alors après, je dis dans les prochains jours, mais ça dépend quand vous allez publier cet épisode. Donc des meet-up avec les gentils développeurs Data Platform. Tu parlais d'une suite au livre. Alors une suite, je sais pas, mais en tout cas une mise à jour qui est prévue pour la fin d'année. Qui est compliqué à mettre en place. Donc, on espère qu'on va y arriver pour la fin de l'année. Voilà. Et puis après, à côté, moi, je continue les épisodes de notre podcast avec Charles-Henri, l'addition. Et puis, je vais peut-être vous laisser parler des fabriques parties. Ah, Mathieu, tu peux peut-être faire une avance en avant-première. La première fois, on va annoncer cet événement qui vient d'être finalisé là en termes de date. Ouais, petite exclue du coup dans la lignée de la fabrique Summer Party qu'on avait organisée en juillet 2024. Donc c'est une après-midi de prise en main de fabrique avec différents speakers qui sont là pour faire des ateliers vraiment pratiques. Donc dans la lignée de cet événement qui s'était déroulé à Paris, on va en organiser un second en hiver. Donc ce sera le 23 janvier à Lyon et donc ce sera la fabrique Winter Party. Donc le 23 janvier à Lyon. Voilà. Sur une demi-journée, l'après-midi. Avec un agenda qu'on est en train d'affiner, donc on vous dira ça le moment venu. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment de faire un focus sur Fabrique et de parler de certains aspects de Fabrique avec des personnes qui en parlent bien dans la communauté. Et Ok. l'objectif, en le faisant à Lyon, c'est de dire que tout n'est pas forcément sur Paris. Donc, si vous êtes du côté de Lyon, bougez-vous les fesses pour venir. On attend au moins 60 personnes. Donc, montrez un peu aux Parigots que tout se passe pas là-bas. Que les agriculteurs ils peuvent venir aussi faire du fabrique. Que les paysans sont là. Ah mais je suis d'accord avec toi et ça me va très très bien. Ben, avec Alexandre. Moi en tout cas je serai là. Moi je serai là. C'est sûr, je viendrai. Cool. On est en agence sur Lyon en plus. Je viendrai vous faire un petit coucou évidemment. Et Alexandre il va sortir de son bon vieux sud aussi pour venir. Ouais, si y a le soleil, je regarde la météo. Moi, je me déplace en fonction de la météo. Au mois de janvier, c'est pas 23 gagné. janvier à Lyon, il fera peut-être un peu froid, mais il y aura du soleil peut-être. Ouais, on peut espérer. Non, en plus le Labs de Lyon il est super. C'est au Labs de Microsoft, c'est ça à C'est la au tour. Labs de Ouais, bah, Microsoft. c'est l'ex, ouais. Trop bien. Ok. Plutôt sympa en plus comme vue sur Fourvière, etc. Donc c'est. Ouais, ça va être sympa. Bon, on a eu l'honneur d'avoir la preview, le teasing de cette Fabrique Party, qui est pour le coup organisée en collaboration avec Microsoft cette fois-ci, évidemment. En collaboration du fait qu'ils nous mettent la salle à dispo. Mhm. Après, sur tout ce qui est agenda, déroulé de la journée, etc., on reste décisionnaire de l'histoire, j'ai envie de te dire. Mm. Donc, c'est nous qui donnerons la trame qu'on a envie de donner. Trop bien. On peut critiquer. On pourra. Tu prends des risques, mais tu peux. Super. Et bon, on a parlé de la mise à jour de votre livre. Donc, les gentils développeurs de la Data Platform, ils vont aussi avoir des lives qui vont arriver. Donc là, nous, on est le 7 octobre quand on enregistre ce podcast. Mais je crois que vous faites combien de lives à peu près, Marie, par an? Vous en faites une dizaine, non? Vous en faites... Bah, jusque-là, c'était Charles-Henri. Je sais pas combien t'en fais par an. C'est un peu selon les moments, non? Ouais, entre 10 et 20, je dirais. Ok. Bon, là, Entre 10 et 20, c'est... une belle fourchette. Ben là, à 3, vous allez en faire 60 du coup, ça veut dire, si vous êtes 3 maintenant. arrête! On vous met la pression. Moi, je suis chaud. On vous met la Non, mais pression. en Je tout suis cas, chaud. tu vois, là, on en a 2 prévus jusqu'à la fin de l'année. On en a un demain, donc ce sera une histoire passée quand vous sortirez cet épisode, mais sur le retour de la Fabrique Conférence à Stockholm, à laquelle tu étais aussi, je crois. Oui, tout à fait. Et un où on va opposer Fabrique à Snowflake en fin d'année. Oui, en je l'ai décembre. vu passer celui-là. Il va être Il super est intéressant, chaud, je pense. celui-là. Il est Ouais. chaud. Bouillant. Ouais, lui, il va être vraiment bien. C'est le grand débat où on compare tous les outils, tous les éditeurs. Bah, surtout que Snowflake et Microsoft, ils bossent beaucoup ensemble quand même. Donc, bon, presque les comparer, je sais que Charlie n'est pas convaincu, mais Bah, Il y a de je plus en sais plus pas de si partenariats. t'as peut-être déjà eu une conversation avec un client qui te dit, d'accord, je prends ton produit qui coûte cher, mais je peux pas décommissionner un produit qui coûte cher au passage, tu vois. ouais. Alors, si, j'en ai un. Je ne peux pas le citer, mais J'en ai un qui, pour des raisons très particulières, est obligé d'avoir un Snowflake pour récupérer les données de son fournisseur. Mais j'en ai un. Donc bon, mais bon, je pense que c'est 1 sur 1000 peut-être.
1 sur 1000. Il y a toujours une question de rationalisation à un moment donné sur les Mm. les architectures. Hein. C'est aussi quand Microsoft sort un produit qui contient tous les outils de la boîte, tu te poses nécessairement la question. Quand tu achetais SQL Server et qu'on te faisait mettre SSIS, c'est pas parce que c'était le meilleur ETL du marché, hein, c'est parce qu'il était dans la boîte. Hein. Exactement. Bah, comme Power BI avec la suite 365, hein, très souvent on partait sur Power BI parce que c'était inclus avec une licence 5 ou 3, je sais plus, et du coup on avait déjà l'outil de Restit. Donc bon. C'est de la vente liée, je crois, ça s'appelle ça. Hein. C'est pas très Commission européenne proof, hein, cette histoire. On va arrêter le podcast ici. Bah, super. Et d'autres nouveautés par rapport ou c'est déjà beaucoup, hein. Mais est-ce qu'il y a un autre événement qu'on peut avoir un peu en preview, des choses à se mettre sous la dent ou Non, le grand travail, c'est sur la fabrique Winter Party, là, Ouais. je pense. Ouais. Bon, trop bien. Bah, écoutez, notez le 23 janvier à Tour Silex à Lyon après-midi. Si vous voulez parler de fabrique avec la communauté, mais aussi les auteurs autrices du premier livre fabrique. Mathieu, tu seras là aussi, je présume. Ah bah oui, voilà. Donc bon, ce sera l'occasion de tous se voir. Vous payez l'apéro à la fin ou pas pour convaincre les gens de venir? On est en égo Ah. avec Microsoft pour ça. Bon, allez, super, trop bien. Alexandre, un petit mot pour la fin? Bah écoutez, moi je suis très très content. En tout cas, j'ai pas d'autres questions. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié le moment. Vous avez encore une nouvelle fois, je vous le dis, hein, fait un travail de qualité. Je consulte souvent le livre et j'attends avec plaisir la suite, les petites mises à jour qui arriveront. Donc le fameux fichier changelog qui va être incrémenté du coup dans ce livre. Et d'ailleurs, juste Merci. par rapport à ces nouveautés, et après on vous laisse tranquille aller manger surtout, est-ce que ceux qui ont la version papier, ils auront les changelogs aussi ou pas? Ouais, ils y auront accès. Après, le format sera forcément moins agréable que sur une version numérique, mais oui, le but c'est bien de fournir l'incrément à tout le monde. Après, encore pas forcément 100% aligné sur la façon de délivrer l'incrément, mais ce sera bien prévu. Ok, super. Ben, Tu pourras racheter le livre en version papier Ah, si mais tu veux. moi s'il faut, je rachète. En Je numérique, rachète. sinon. Oui, en numérique. Pour c'est ça. avoir les mises à jour directement, tu vois. Et comme ça, tu pourras nous payer l'apéro le 23 janvier. Tu auras les moyens. On compte quand même sur Microsoft là-dessus. Mais oui, il faut un peu. Écoutez, messieurs, Marie, merci beaucoup pour votre temps. Encore une fois, on a dépassé, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, c'était super bien de vous avoir. Peut-être, on aura le plaisir de vous accueillir une nouvelle fois hein, pour un autre sujet plus spécifique. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci Allez, beaucoup. à bientôt. Ciao.